Bonjour à tous, alors ici Thomas Amoudi, je vais vous parler de photographie, qui encore une fois n'étonne vraiment plus personne, et le n'étonne encore une fois plus personne, je crois que ça va devenir aussi la phrase d'introduction. Bref, donc c'est la rentrée, j'avais envie de vous parler du travail d'Harold, parce qu'en fait j'ai envie de mettre un peu de vie sur cette chaîne et de ne pas être seul toujours à parler devant ma bibliothèque, donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus cette année, de vous montrer des projets, d'essayer d'échanger avec des gens, d'essayer de filmer un peu ailleurs. Je vais essayer, je dis pas que je vais le faire, c'est une bonne volonté de début d'année. J'ai tout l'attirail de radio pour que vous ayez un son cool. Ça a été un peu galère, mais on a réussi à y arriver. Enfin, si vous voyez ça, c'est que ça a marché. Donc, je vais vous montrer un projet de photographique d'Harold. Je vais le laisser se présenter rapidement, juste vous faire un petit coucou. On vous montre les images, puis après on en discute et j'ai plein de questions à lui poser, parce qu'il a fait un zine. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui essayent d'en faire, donc on va discuter un peu de ça avec lui. Bonjour Harold. Il a apparu comme par Salut magie. Thomas. Voilà. Je te propose de faire Simplement. super simple. On va regarder tes images et on reprend dans une seconde une fois que les gens les ont vues et qu'on sait à peu près de quoi on parle. Ok, ben voilà, je m'appelle Harold, je suis photographe bruxellois. Je fais de la photo par passion et ça fait des années que je suis le travail de Thomas, aussi bien sur son blog que sur YouTube. On va regarder les images. Les images d'Harold, on va un peu commencer à creuser ce qu'il fait et comment il en est arrivé là. Tout d'abord, question difficile mais toute bête, est-ce que tu associes tes images, le projet que tu as fait à un genre particulier, et si oui, comment tu le définis? Comment est-ce que je pourrais dire? En fait, oui, c'est un genre en particulier. Est-ce que ce serait le genre Stephen Shore? Je crois que c'est Ouais. ce qui pourrait un peu le plus facilement définir le projet. J'ai beaucoup été nourri par son travail, notamment American Surface. Et je pense que je m'inscris un peu je dirais pas dans la tradition, mais dans le style vernaculaire, paysage urbain, vite fait rural de ma région. Je sais pas si vraiment ça a un nom particulier. Enfin, à part du vernaculaire, je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait définir ça. Je suppose qu'il y aura bien des gens qui donneront une définition au genre. Moi, j'en ai pas vraiment en Vous particulier. pouvez voter dans les commentaires. Du coup, question toute bête, ce genre, pour me dire ce style, entre intuitif et intellectuel, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu fais purement sans réfléchir? Il y a un spectre en fait, soit tu peux le faire purement sans réfléchir, etc., comme ça devient, voilà, soit tu peux théoriser un peu un truc, construire, se dire ok, moi je vais travailler un peu comme si, un truc construit, tout ça. Tu vois, t'as un spectre un peu entre un truc très intellectuel fabriqué dans ta tête et un truc très intuitif. L'un n'est pas mieux que l'autre, bien évidemment. Sur cette barre, tu te mets de quel côté, toi? Je pense qu'au début, j'étais beaucoup je réfléchis un peu à ce que je fais. J'étais plus, ok, je crée les images dans ma tête.
quand je vais sur place, je regarde, j'essaie de reproduire un peu l'image que j'ai dans mon esprit. Et plus avec le temps, c'est redevenu un peu plus naturel. Évidemment, à partir d'un certain moment, il y a des espèces de schémas qui s'installent et on se dit, OK, ça, je vois bien comment est-ce que je l'ai fait. Je l'ai déjà fait par le passé. Comment le faire un petit peu différemment. Donc, malgré tout, j'intellectualise un petit peu la chose, mais ça devient de plus en plus naturel et il y a des patterns qui reviennent et où je me dis, OK, là, je réfléchis pas et je sais que je prends la photo comme ça. Après, il y a des photos où T'as je glissé un m'attendais peu. pas trop à les faire. Ouais, c'est ça. Mais des fois, de temps en temps, je reviens quand même sur l'intellectualisation. Parce que je prends mon temps, je réfléchis un peu à mes compositions, à mes cadrages. Et des fois, je me dis, OK, c'est là, pas besoin de réfléchir, je vois directement ce que je vais faire. Et il y a des fois où vraiment, je peux passer 10 minutes à me dire, ouais, non, c'est pas top. Peut-être je vais plus aller à gauche, peut-être je vais plus aller à droite. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus rare et c'est beaucoup plus de la photo instinctive, un peu comme à mes débuts, quoi. Genre, au début, c'était Ouais, il y a instinctif, un peu ce truc-là, ouais. forte intellectualisation, à nouveau Mais c'est instinctif, souvent quoi. quand tu commences à découvrir des trucs, tu vois, au tout, enfin, je parle vraiment que pour moi, mais tu t'en parles, donc c'est que ça doit être un peu commun. Au début, il y a vraiment ce côté, je fais comme ça me vient, tout et n'importe quoi. Et je photographie mon bonsaï, des chats, tout ce qui passe. Même fait des poses longues, des trucs comme ça. Après, tu découvres des photographes et tu réfléchis, tu as envie de te placer un peu dans un genre, de construire un truc, tu vois. Et plus petit à petit, tu arrives un peu à un équilibre, je trouve, un peu comme une onde qui se cale. Bah, c'est surtout qu'en fait, quand tu lis un peu les interviews des différents photographes, des fois, ils te sortent des trucs en mode j'étais habité par l'esprit de la région, il fallait absolument que je puisse rendre l'état d'âme de toutes les personnes que je croise. Et t'es en mode c'est pas possible, et comment est-ce qu'il réfléchit à ses projets, quoi. Comment je vais faire Et pour être habité par la région moi aussi, quoi. finalement, tu te dis, bon, ben, ok, je commence un peu à comprendre ce qu'il voulait dire par là. C'est peut-être pas autant, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que tu comprends de mieux en mieux. Au fur et à mesure que tu intellectualises le processus, tu te dis, ah oui, ok, je vois comment est-ce qu'il réfléchit maintenant et je peux presque faire pareil, quoi. Sans pour autant dire que je suis habité par l'esprit qui apparaît dans mon zine, quoi. Alors j'ai une autre question qui va être un peu décousue, mais parce qu'il m'en manque un bout. Il y a une citation que j'aime beaucoup et le bout qui me manque, c'est qui l'a sorti. Je l'ai quelque part dans mes notes, mais j'ai pas réussi à le retrouver maintenant, donc c'est pas grave, je le mettrai en commentaire si je le retrouve. Mais en gros, qui disait que entre guillemets, le combat d'un artiste, c'est d'apprendre à aimer l'artiste qu'on est et pas celui qu'on souhaiterait être. C'est quand on a des idoles, des héros, tout ça. Donc aimer, ce qui est difficile, c'est d'aimer l'artiste qu'on est et pas celui qu'on souhaiterait être. Et du coup, en partant du principe. Alors, du coup, c'est une double question, c'est est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie naturelle à toi et que tu as réussi à être toi-même? Et inversement, est-ce que tu as déjà aussi souhaité que ta voix elle soit différente, tu vois, avec la photographie? Ou est-ce que des fois tu te dis j'aimerais plus que ça fasse ça, et que tu as eu ce truc un peu d'apprendre à accepter ce que tu faisais? Ou comment tu te situes là-dedans? Tu vois, c'est un peu décousu, mais je pense qu'il y a un bout de truc. Ouais. Mais il y avait je crois que c'est Laurent Breya qui avait tweeté une fois sur Twitter. On est un photographe de paysage ou on est un photographe de lieu. Et en fait, au départ, je pensais que j'étais plus un photographe de. Enfin, non, on est plus un photographe de paysage ou un photographe de personne. Ouais. Et au départ, je pensais être plus un photographe de personne. Je me suis dit, j'arrive à faire des portraits, ils sont encore sympas, même si j'en ai pas beaucoup montré sur ma page Insta. Et plus le temps passe, plus je me sens photographe de lieu. Mais j'aimerais bien redevenir un peu photographe de portrait. Parce que quand je vois des portraits, par exemple dans le bouquin d'Alex Sott, ou, euh, ou même, allez, comment il s'appelle maintenant? Ou Joel Stanfeld qui prend vraiment des gens vraiment de manière la plus simple, ça me donne vraiment envie de savoir faire des portraits simples comme ça. Donc oui, j'aime beaucoup mon moi qui photographie du paysage, mais j'aimerais bien être un peu le moi qui photographie des gens, quoi. M'intéresser vraiment assez fort à ce que les gens vont me raconter, parce que les lieux, on peut s'en imprégner, on peut comprendre, Mm. on peut poser des questions aux gens, mais en fait, s'intéresser vraiment aux gens, c'est quelque chose de Je difficile, suis d'accord. et c'est pas une qualité innée, entre guillemets, pour moi. Enfin, vraiment, je suis quelqu'un d'assez timide à la base, à part quand vraiment je commence à être avec, avec des groupes de gens que je connais. Mais donc, du coup, c'est difficile, je trouve, d'aller voir des personnes, s'insérer dans leur vie, ne serait-ce que 5 minutes, et après leur demander d'avoir un portrait d'eux parce qu'on a trouvé leur vie vraiment intéressant, quoi.
Donc c'est pas évident. J'aimerais bien pouvoir arriver à nouveau à faire des portraits de gens et être vraiment intéressé par ces gens. Pas juste avoir un portrait pour dire regardez-moi, j'ai photographié un SDF qui fait 15 ans qu'il est dans la rue et Ouais. en fait je m'en caille de leur histoire. Quoi. Mais il y a vraiment, je trouve, Donc, une marche ou un plateau, c'est-à-dire faire de la photo. Enfin, faire de la photo de rue, c'est pas facile, mais ça demande. Enfin, je vais pas dire que c'est facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides et qui osent pas le faire, mais une fois que tu maîtrises le truc, c'est assez simple. Je trouve que enfin, il y a une marche, on va dire, pour arriver à faire de la photo de rue, à être à l'aise dans la rue et pas avoir peur de prendre des photos, tout ça. Mais la marche du dessus, d'aller voir des inconnus et de vraiment rentrer, comme tu dis, dans leur vie, bah, comme fait voilà Sot dont on a parlé ou voilà d'autres photographes du genre, mais vraiment la marche du dessus, de rentrer dans la vie des gens, de s'intéresser, d'aller faire des portraits d'eux dans leur élément, tout ça, c'est vraiment, il y a vraiment un gap. Mais je note. Donc, et souvent quand tu vois les gens qui font allez, on va dire de la street photographie, qui est peut-être la base pour faire de la photo de portrait, enfin la porte d'entrée entre guillemets, c'est ils vont commencer d'abord à photographier les gens par derrière, puis un peu plus de côté, puis plus de devant, et puis finalement ils vont photographier des gens qu'ils connaissent. Moi, je trouve que et on voit beaucoup ça passer sur YouTube notamment, c'est les gens qui se donnent des défis, qui disent ok, il faut que j'arrête telle personne dans la rue et je leur demande pour faire un portrait. Je trouve pas ça intéressant dans le sens où en fait faut juste faut juste oser et au pire tu prends un refus, mais tu t'intéresses pas vraiment à la personne. Tu prends juste un portrait et dire ok, j'ai pris un portrait de quelqu'un, comme tu aurais pu prendre le portrait de ton collègue ouais. ou de ta sœur ou je ne sais quoi. Tu vois, je trouve pas ça intéressant. Il y a pas, tu peux jamais comprendre la vie de la personne et vraiment en tirer toute son essence si tu t'intéresses pas un minimum à elle. Quoi. Je suis d'accord. C'est dur, mais je note que le prochain zine pour lequel tu passeras sur cette chaîne, ce sera un zine de portrait de gens. Mais le pire, c'est que j'ai déjà enfin, j'ai des idées en tête. Et il y a une photo que j'ai vraiment en tête. Là, pour le coup, je l'ai vraiment déjà fortement intellectualisée. Mais je l'ai en tête et je me dis vraiment, ok, il faut que j'ose, quoi. Il faut que j'ose et il faudrait vraiment que je prenne la peine de le faire. Et je sais que je vais galérer et je vais stresser pendant des semaines avant de me lancer, quoi. Mais tu vas y arriver et on t'encourage tous à le faire. On va parler un peu de Morne Plaine. Du coup, maintenant qu'on a un peu mieux cerné qui t'étais, ce que tu faisais et pourquoi tu fais tous ces trucs-là, ce qui est la base pour en discuter. Donc, tu as fait un projet qui s'appelle Morne Plaine. Pourquoi? Ah, il est là. Voilà. Voilà, incroyable. On voit le zine Morne Plaine. C'est celui de C'est Thomas. ça. Hein. Alors j'ai vu les images, Fais bien attention. évidemment, avant de vous en parler, parce que si c'était absolument nul, j'aurais fait un grand sourire et je serais passé à autre chose. Mais j'ai vu les images, je les aime beaucoup. Mais j'ai problème de planning oblige, j'ai pas encore pu les recevoir, mais on se prendra une bière avec Carole pour jouer l'objet physiquement très très bientôt. Du coup, comment t'es venu ce projet et En fait, pourquoi le faire le quand ça projet, sort? ouais. En fait, le projet d'usine, c'était pas à la base un zine, c'était vraiment un travail juste en série. En fait, je suis revenu, j'étais parti l'an passé, en octobre, dans les îles Canaries. Et ça a vraiment été un peu pas un choc, mais vraiment, j'ai pris une claque en y allant. Je m'attendais vraiment à une station balnéaire, vraiment quelque chose de pas terrible et tout. Et j'étais frappé vraiment par la beauté, par le contraste des végétations, des climats qu'il y a sur cette île. Et je me suis dit, mais c'est dingue, est-ce que les gens qui habitent sur cette île se rendent compte à quel point leur île est belle, est photogénique et donne vraiment envie qu'on s'y intéresse, quoi. Et j'ai continué à avoir cette réflexion-là dans l'avion pour rentrer chez moi. Et je me suis dit, mais est-ce que les gens qui viennent là où j'ai grandi se disent la même chose? Est-ce que vraiment ils se disent, ah putain, le Brabant wallon, c'est vraiment beau, le Brabant wallon, ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse, c'est beau, c'est peu commun, quoi. Et en fait, j'ai essayé un peu d'intégrer tout ça dans mon esprit en me disant, mais est-ce que moi, je pourrais donner une représentation du Brabant wallon, quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que c'est pas encore fait? Sous quel angle? Et donc j'ai commencé un petit peu à chercher des bouquins d'art, des bouquins de photographie même classiques qui parlaient du Brabant wallon. Et en fait, rien. Vraiment rien. Au niveau artistique, il n'y avait pas grand-chose. En fait, il y a surtout des photos du patrimoine parce qu'il y a des châteaux, il y a des Ouais. très belles fermes, il y a d'immenses golfs pour les riches. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de patrimoine et c'est vraiment très, 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 très chouette. Mais au niveau artistique, à part des galeries un peu vite fait pour de l'art plastique
ou de la peinture, il y a pas la photographie, c'est pas bien représenté. Enfin, il y a beaucoup de photographes, mais type mariagiste ou autre Ouais. photographe professionnel, mais en fait, il y a pas de photo d'art. Elle existe quasiment pas. Si vraiment je prends uniquement le Brabant wallon, il y a rien, quoi. Il y a personne s'est vraiment intéressé de manière, vraiment au Brabant wallon pour ce qu'il est. Les gens vont prendre des photos dedans en se disant: «OK, cette ferme est très belle, je vais la prendre en photo». Mais en fait, ça va plutôt être ils vont se servir du lieu, ils vont pas s'intéresser au lieu. Ouais. Ça, le lieu fait partie du décor, mais ne fait pas partie vraiment du sujet. Et donc c'était un peu triste et donc j'ai continué à chercher, puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais moi, j'ai vécu, toute ma vie, enfin, pendant 23 ans quasiment, pourquoi est-ce que j'en parlerais pas de la manière dont moi je l'ai vécu?» Mmh. Et c'est là que le processus créatif a commencé à rentrer en compte. J'ai commencé un peu à visualiser des endroits auxquels j'avais des bons souvenirs, auquel cas j'avais eu des émotions fortes. Je me suis dit: «Là, c'est vraiment cool, il faudrait vraiment que je retourne» et j'essaie de regarder un peu avec un œil nouveau, maintenant que je fais de la photo, vraiment me dire: «OK, en tant que photographe, qu'est-ce que j'aime représenter dans ce lieu, quoi?» Et donc j'ai fait ça. Je suis retourné dans plein d'endroits, que je connaissais, des endroits où j'ai été, à l'école quand j'étais Mmh. gamin, où j'ai fait des Donc c'est soirées, où vraiment j'ai, c'est vraiment le procé enfin, des fois, c'est l'inverse, en fait, pour les projets, mais toi, tu as eu l'idée et tu as été faire des photos. Parce que des fois, tu as un peu l'inverse où tu as des photos qui vont te suggérer un concept et à partir de là, tu vas travailler, tirer un truc et tirer la pelote. mmh. Toi, c'est vraiment tu as eu l'idée et tu as été sur le terrain, Mais c'est parce retour qu'en fait, Bruxelles est tellement Bruxelles, il y a beaucoup de photographes ouais. et Bruxelles est vraiment fort photographié finalement. Mais une fois que tu quittes Bruxelles, il y a plus rien, quoi. Donc j'ai fait quelques photos chez moi où je me disais: «Ah, c'est sympa, ouais, ça mériterait, que je fasse des photos, dans la Hulpe», par exemple, l'endroit où j'ai grandi. Mais ça a jamais été vraiment un déclic. Je me suis jamais dit: «OK, il faut que je fasse un projet là-dessus». C'est vraiment toute cette réflexion que j'ai eue, en rentrant où je me suis dit: «En fait, il y a quelque chose à faire» et donc c'est parti de là et donc j'ai suivi vraiment un chemin, d'étapes que j'avais en tête, d'endroits où j'avais été et où je me suis dit: «Beh, là, en fait, je me rappelle, c'était cool, ça aussi» et en plus de ça, je me suis mis un peu de liberté pour, voyager un petit peu aux endroits d'où je connaissais et où je connaissais un peu moins bien. Donc je me suis vraiment aussi baladé pour découvrir d'une certaine façon, certaines parties. Est-ce qu'il Alors là, moi, j'ai pas alors, pardon. il y a une connexion personnelle entre toi et ton projet? Ça te tient à cœur, c'est personnel, c'est là où tu as grandi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants pour que tu te lances dans un projet photo ou pour que tu aies envie d'y aller? Est-ce qu'il y a d'autres trucs, est-ce qu'il faut que, je sais pas, il y a un petit clin d'œil à des artistes que tu aimes bien? Est-ce il faut qu'il y ait une forme qui soit très forte et particulière? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une ambiance? Là, il y a la connexion personnelle qui t'a motivé à y aller. Tu as eu l'idée et ce truc-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui. C'est pas grave, enfin, ça suffit, hein, il n'y a, pas, il y a pas besoin d'avoir 50 raisons de faire un projet. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont motivé, qui t'ont donné envie de faire ce projet? Beh, il y a eu un déclencheur, c'est que j'ai fait, parce que je suis très fan d'Alexot et qu'on a beaucoup on a beaucoup discuté sur le Discord, c'est le fait d'avoir regardé sa formation Mhm. en ligne, de chez Ouais, Magnum, qui est très bien, je conseille. qui en fait m'a vraiment, au bout des 20 heures, j'avais qu'une envie, c'était de sortir et faire des photos, quoi. Donc, ça a été vraiment le déclencheur de me dire: «OK, c'est trop bien». Il m'a trop donné, envie, il m'a reboosté, il y a des petits blocages psychologiques que j'avais avant qui maintenant, sont défaits parce que lui a réussi à mettre un mot sur ce que j'arrivais pas à exprimer et heu et j'ai envie, quoi. Et aussi, il y avait, le covid évidemment, qui fait que quand tu fais du télétravail, 8 heures par jour, que, tu as, 1 heure et demie de lumière quand tu habites dans le nord, Oui, je connais. c'est voilà, c'est en hiver, c'est terrible. Donc en fait, j'essaie de passer quand même mes week-ends à l'extérieur. En Belgique, il y avait pas la limite des 10 kilomètres, donc ça tombait bien. Donc j'ai passé quelques week-ends, quand même en voiture dehors à retourner là-dessus. Donc vraiment, il y avait le besoin de sortir, faire des photos et en plus de ça, le déblocage psychologique grâce à la formation en ligne, quoi. Ok. Alors j'ai une dernière question sur le sens de ton projet. Une question qui est toute bête, mais encore une fois, tu es un bon client parce que t'es passé par des étapes. Beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, tout ça, sur les projets, sont peut-être encore ou vont peut-être arriver, ou en tout cas, je les encourage à aller. C'est tout con, mais le Brabant, il est encore là, tu as grandi, mais tu peux encore y aller. Comment tu as su que c'était fini? Comment tu as su que t'avais assez, c'était bon, quoi? Que c'était temps d'en faire un petit zine? Alors,
Oui et non, il est fini. Ah, C'est-à-dire, on a mis le doigt dessus. c'est ça qui est difficile. Mais toi-même, tu sais que c'est toi-même qui à un moment donné qui dois dire stop, Ouais. parce que sinon le projet il est interminable. En fait, ce que je voulais faire, je voulais avoir mon projet qui racontait vraiment la genèse vraiment principale de ce que j'avais en tête. Il y a un moment donné où je me suis dit, ok, j'arrête. Et en fait, j'ai continué après encore pendant un mois. Oh, c'est bien Parce ça. que je m'étais dit, ok, c'est fini, mais il manque quelque chose. Il y a encore une Ouais. partie que j'aimerais bien revoir, retravailler, que j'ai pas fait. Et donc, du coup, j'y suis retourné en me disant, ok, non, c'est bon, je me laisse un peu plus de temps et j'y vais. Mais globalement, en fait, une fois que c'est fini, tu te dis, ah oui, mais en fait, il y avait ça. Ah oui, mais en fait, il y avait ça. Mais en fait, ça, j'aurais peut-être continué encore un peu plus loin, je serais peut-être allé un peu plus par là. Et donc, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, stop, parce que si tu commences à partir à gauche, à droite, ben, ça n'ira pas. Et en fait, vu que je me limitais à un zine, d'un certain nombre Ouais, tu peux d'images pas en faire que j'avais en 280, tête, quoi. j'allais pas faire un bouquin de 500 pages. J'aurais bien voulu, mais ça aurait été compliqué, ça rentrait plus dans le format zine. Et donc, je me suis dit, ok, là, j'ai peut-être assez quand même de matière, avec le surplus que j'ai fait en plus. Mais voilà, je pense que là, je peux m'arrêter, quitte à faire une seconde édition plus longue, une deluxe édition ou un tome 2, quoi. Ultra Je premium. sais qu'il y a. Bah, je note Voilà, juste, c'est il y a un ça. truc que tu as dit, mais que je conseille et que j'invite ceux qui nous regardent à faire, c'est ce côté, quand tu as fini, quand tu penses que tu as fini, il y a souvent un petit kilomètre à faire en plus, histoire d'être sûr d'avoir bouclé, d'avoir la matière, c'est plutôt une bonne chose. Mais je me suis dit, enfin, je suis pas tenu dans le temps, donc en fait, je peux encore continuer. Et de toute façon, on arrivait à la fin de l'hiver, au printemps. Je me suis dit, en fait, là, il y a quand même un endroit, j'aimerais bien y retourner. J'aimerais bien me refigurer ce que je pensais que c'était. Et j'ai eu raison, parce qu'il y a beaucoup de photos finalement qui sont sorties de cet endroit-là et qui sont dans le zine, quoi. Alors, on a parlé du sens de ton projet, de comment l'idée t'était venue, pourquoi tu avais fait ça, pourquoi c'était important pour toi. J'aimerais bien qu'on parle de la production maintenant, de comment tu l'as fabriqué, mais concrètement, comment on passe de j'ai une super idée à comment je le fais. Alors, où ont été prises les images? On en a parlé, c'est dans le Brabant, mais quand tu les as prises, avec quoi tu les as pris et pourquoi tu les as pris avec ça? Parce qu'il y a plein de raisons d'utiliser plein d'appareils photo différents de façon créative. Hein. C'est pas juste pour le matériel, l'amour du matériel, mais il y a des trucs lents, il y a des trucs gros, il y a des trucs petits, il y a des trucs posés, des trucs rapides. Enfin, il y a plein de façons de créer des images. Donc, comment t'as créé ces images, quoi? Le... Alors, le moyen de créer ces images, donc, c'est à l'argentique à la base. Pourquoi l'argentique? Parce que ça offre un rythme de prise de vue beaucoup plus lent. Ouais. Je pense moins de déchets malgré tout, parce que le fait d'avoir un prix sur la pellicule, sur le négatif, sur le développement, lui donne plus de valeur que juste une image d'un appareil photo numérique. Ouais. Et j'ai fait au moyen format, avec cette magnifique bête que voilà. Que l'on Donc voit. voilà, c'est un Plobel Ouais. Machina. Je le mets à C'est un l'écran pour Plobel Machina 6.7. tous les amoureux de matériel argentique, avec la sangle que je Voilà, t'avais filée avec le Canon P. exactement. Hyperion. Donc voilà, donc cette belle bête que vous voyez là fait des formats en 6x7, donc c'est très proche du carré, mais ce n'est pas du carré. Je trouve ça beaucoup plus agréable parce que il y a encore cet aspect vertical Ouais. et horizontal qui est très très agréable. Pour la prise de lumière, j'ai juste une petite cellule à main classico-classique, vraiment pas très compliqué, une Sekonic. Et un pied que j'ai utilisé au début du projet, mais que j'ai vite abandonné parce que finalement, voilà, j'arrive pas tellement à faire des photos avec le pied, ça me plaît pas tant que ça. J'ai essayé pour vraiment me forcer à encore ralentir la cadence. Mais donc voilà, donc pourquoi du moyen format en 6x7? À nouveau pareil, parce que j'ai le droit qu'il y a 10 photos par pellicule, ce qui fait qu'en fait, au final, une pellicule achetée, développée, scannée, me revenait à 2 euros par image. Donc il fallait vraiment faire un choix fort dans l'image que je prenais pour ne pas faire péter mon budget photo que je m'étais donné. Et évidemment, plus une photo coûte cher, plus on prend son temps pour la prendre, plus on réfléchit à ce qu'on va prendre en photo pour éviter de faire du pâté. Donc Très ça, c'était embêtant de vraiment faire de du pâté en base. photo.
Ouais, c'est un peu ennuyant de se dire, ok, j'ai fait 200 images et en fait, il y en a 5 de bonnes dedans. Ouais. C'est-à-dire que je fous en l'air 400 balles, ça fait chier, quoi. Donc, j'ai fait ça à la Portra 160. Ok. Voilà, pour les connaisseurs d'argentique. Pourquoi la 160 et pas la 400? Parce que la 160, de 1, coûte moins cher, et de 2, parce qu'elle est un peu moins contrastée, ce qui permet dans certains cas de choisir oui ou non si je voulais du contraste. Ouais. Notamment dans certaines prises de vue où j'ai eu beaucoup de soleil, j'étais bien heureux de ne pas avoir trop de contraste pour éviter d'avoir une image vraiment très sombre. Comme ça, j'avais plus de latitude Pour pour bricoler, parce que retravailler tu les après as mes scannés images. forcément. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, j'ai préféré utiliser ça. Et comme la Portra 400, c'est un peu le kink de tous les photographes d'Instagram, la Portra 160, c'est plus simple aussi d'en trouver par rapport à la 400 ça qui coûte... est souvent vite en rupture de stock. dont le prix est indexé sur l'indice du pétrole aux Émirats Arabes Unis, qui coûte une Oui, fortune. une pellicule, un baril, hein, c'est bien connu. c'est la phrase voilà, de tous les argenteux qui s'y mettent. Voilà. Donc tu as un seul appareil pour toutes les images, tout du long Voilà, de tout est fait avec cet appareil-là. Dans la production, quasiment pas de crop. J'ai vraiment essayé garder le Je me ratio. suis vraiment forcé à garder les ratios. En fait, toutes les images d'usine sont en 6x7. Ok. Pour les mesurer, si vous voulez, pour ceux qui l'auront acheté. Non, vraiment, je garde ce format parce que j'aime ce format. Le 6x7 et le 4x5, c'est vraiment mes formats préférés. Au-delà, je trouve que c'est trop long. Ok. Et le carré, j'ai vraiment du mal à cadrer avec. Donc tu es au Je sais milieu, pas, quoi. ça me bloque. Donc j'ai vraiment choisi d'avoir ce format qui est un peu compact, qui permettait de maximiser en même temps la surface entre le portrait et le paysage. Et je sais pas, il y a quelque chose de compact, quelque chose de. En fait, ça fait penser très fort à un tableau. Ouais. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est très une dimension de tableau. C'est rare d'avoir des tableaux en 16 neuvième, entre guillemets, ou en 3 demi. J'ai plutôt l'impression que les tableaux, c'est souvent du format 4 cinquième, par exemple. Ouais, puis même, Et comme le 6x7 sur. il y a un côté un peu. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a un côté un peu noble, dans le sens où c'est un format que, comme tu dis, c'est aussi celui de la chambre, donc c'est celui que tu vois sur des travaux plutôt. Entre guillemets, je sais pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu débutes. Enfin, comment dire, c'est pas du tout péjoratif, je veux pas mal le dire, mais en gros, quand tu débutes, tu commences pas par le 6x7 argentique, ce qui fait que c'est souvent des photographes expérimentés qui font ça, donc en moyenne, les travaux sont un peu mieux. Et il y a ce côté un peu, peut-être, t'en vois beaucoup dans les bouquins, c'est des appareils, le 6x7 Oui, c'est qui sont ça. utilisés, tu vois, des genre Nick Brandt, il fait du 6x7 pour ses photos animalières, donc c'est un ratio qu'on associe, je pense, inconsciemment à des travaux plutôt bien, parce que c'est un truc un peu plus haut de gamme et qui est utilisé par des mecs qui ont un peu plus de bouteilles, qui font à la fin des trucs un peu mieux. Je vais pas faire de Là, raccourci, mais tu vois le truc comme peut-être. pour le coup, les bouquins que je me suis beaucoup farci tout l'hiver à lire et à relire pour m'aider un petit peu dans mes compositions, dans mes cadrages, mais c'est du Meyerowitz en 4x5 enfin en 8x10 à la chambre. C'est du Alexot en 8x10. Vive la Belgique. Pardon. Yes. Donc du 8x10 du Alexot, pareil pour du Stephen Shore ou du Joel Stanfeld. C'est tous des gars qui travaillent à la chambre, donc finalement, c'est un format qui maintenant, moi, je l'ai bien intériorisé et qui me parle énormément, quoi. Donc, c'est pour ça que le 6x7 était vraiment bien. Et en fait, si j'avais pu le faire à la chambre, je l'aurais fait à la chambre. Mais bon, la chambre, déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Ouais, puis c'est pas le même. Et c'est pas la même sauce pour les films, c'est pas la même sauce pour le développement, pour le scan, pour le transport. Après, c'est vraiment galère. J'ai pas testé Donc, encore, mais ça me fait un peu peur. J'ai très envie. Mais c'est bien qu'on en parle beaucoup sur le Discord. Alors, le Discord, pour ceux qui. Mais donc, voilà, je précise juste deux petites choses. Là, je fais un petit aparté 2 secondes. Le Discord dont on parle, c'est un espace où on traîne tous les deux. Si vous le cherchez, je vais mettre le lien dans la description. Si j'oublie de le mettre dans la description, ce qui est très probable, il est dans le lien de ma bio Instagram. Il y a une invitation qui est tout le temps ouverte. Vous pouvez venir nous rejoindre et jouer avec nous, il n'y a pas de souci. Je précise un autre truc, c'est que. Alors, Harold vient de dire que les ratios il avait réfléchi à ses ratios, ceux qu'il aimait, il avait testé tout ça. Il y en a un qu'il aime beaucoup, le 6x7, tout ça. Vous pouvez les tester aussi sans avoir d'appareil argentique dans ce bon format-là, tout ça. Évidemment, c'est le format. Quand on fait du 6x7 avec un argentique dédié, on exploite tout le film à ce format, donc on bénéficie de la qualité d'image et tout le tintouin. Je vous fais pas un cours technique, vous avez compris. Mais juste, il y a peut-être un truc à tester de votre côté en réglant votre appareil. Alors, sur certains, il y a une prévisualisation, sur d'autres, on peut clairement voir dans le viseur, sur les hybrides, le bon format. Mais c'est un petit truc à emporter de la vidéo. Vous pouvez tester les formats et voir ce qui vous plaît. Il y a matière à creuser et ça fait sens.
J'avais vu un tuto sur YouTube en DIY où vous prenez juste un carton. Voilà. Et en fait, vous découpez un cadre en carton à 6x7 et vous le tenez à bout de bras. Et en fait, ça fait l'équivalent d'un 50 mm 6x7. Et ça vous donne à peu près le cadre que vous voyez dans la photo, quoi. Voilà, Et vous c'est emmerdez débile, pas à faire mais en fait, ça avec des fonctionne, quoi. appareils, le carton, ça suffit. C'est le tuto à 1 euro. Non, mais vraiment, enfin, franchement, je trouvais ça marrant. Et ces petits passe-partout, il y a des gars qui se baladent avec des 4x5, avec des. Enfin, il y a moyen de bien s'amuser pour vraiment pas cher. Et vraiment, à bout de bras, c'est quasiment du 50 mm. Donc, ça permet de se rendre compte. Enfin, ça coûte pas cher, quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé vraiment 6x7, au début, c'était un peu perturbant parce que quand on n'a pas l'habitude, en fait, au bout de 2 pellicules, j'avais complètement pris ça en tête et je me suis dit, ok, c'est trop bien, j'adore ce format, j'ai pas envie d'un format autre. Donc, j'ai longtemps réfléchi au format, mais je me suis dit que 6x7 restait peut-être finalement moins cher que d'avoir du 6x8 ou du 6x9 ou Le 6 par 9, ou j'aime du pas 4 trop parce que 5 ça revient au 3,5 et tu retombes à peu près sur la ratio que Oui, puis après, tu fais 5 images par pellicule, quoi. Donc, ça commence à être le enfin, bordel. j'abuse, mais voilà. On va passer à un autre sujet qui découle du précédent. Donc on sait pourquoi tu as fait ce projet, on sait comment tu as fait les images. Alors, on va rentrer sur le truc qui pique. Comment tu as fait l'édition, c'est-à-dire choisir les images que tu vas mettre dans ton projet. Est-ce que déjà ça a été facile et quels critères tu as employé? C'est-à-dire, c'était quoi pour te dire cette image-là elle va dedans, cette image-là elle va pas dedans? Parce que je suppose que t'as pas fait juste oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, et toutes celles qui étaient oui, elles allaient dans le tin à la fin. J'ai vu le résultat, ça m'étonnerait que t'aies fait comme ça. Du coup, je pense que t'avais des règles. C'est bien si elles sont conscientes. Si elles sont inconscientes, on va creuser jusqu'à temps qu'elles le soient. Mais comment t'es passé d'un gros tas d'images à un zine structuré? Alors, déjà, j'ai appliqué la technique de Monsieur Sott. J'ai tout imprimé D'accord. sur des feuilles A4 dégueulasses. Toutes Je les te laisse les images, montrer alors à je vais essayer de l'écran, vous le montrer. si tu peux. Donc, toutes les images un petit peu dégueulasses sur du format A4. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir juste un aperçu, en fait, de loin, Ok. de ce que ça donnait. Et donc, voilà, j'ai tout le papier. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout étalé par terre. J'ai vraiment mis toutes les photos que j'avais. Donc, j'avais plus de 250 images que j'ai mis par terre au sol. Et je me suis dit, OK, bon, à partir de maintenant, il faut que ça se ressemble. Enfin, il faut qu'il y ait une espèce de lecture facile dans les images que je prends. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des groupes d'images ensemble qui me parlaient, qui avaient l'air de refléter un peu l'idée que j'avais en tête. Que les images se répondaient pas. Et au fur et à mesure, j'ai un petit peu éliminé. Et puis j'ai arrêté de regarder, je me suis reconcentré sur autre chose. J'étais faire quelque chose pendant 15-20 minutes ailleurs. Et puis je suis revenu, j'ai recommencé à nouveau à essayer d'éliminer un peu ce que je trouvais qui ne fonctionnait pas bien. Et puis à nouveau, je sais pas, j'ai été faire ma vaisselle pendant 15 minutes. Je suis revenu, j'ai à nouveau essayé d'élaguer un Et petit t'as peu. fait ça sur combien de temps au final? C'était des semaines, des mois, des Alors, jours, des années? l'editing m'a pris 3 semaines. Ok. Editing pour vraiment tout choisir, pour être sûr de vraiment. En fait, le premier editing où j'ai évacué 90% des images m'a pris une semaine. Vraiment, je me suis dit, ok, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça colle pas ensemble. Celle-là, je l'adore, mais en fait, si je la mets dedans, ça détruit complètement la série, donc Ouais. je vais pas le faire. Et puis j'ai commencé à éloigner comme ça, à me dire, ah non, mais en fait, celle-là, finalement, j'en ai besoin, celle-là, non. Et puis en fait, à refaire des mélanges, tout mélanger, tout remettre, dire, ok, en fait, ça va. Au bout d'une semaine, j'avais ça. Au bout d'une semaine, j'avais à peu près 30 images. Mais 30, c'était trop. 30, ça allait pas, c'était vraiment trop. Je voulais arriver à 20 images pour être sûr. Ok. Et donc, je me suis laissé le temps. Ça traînait dans un coin, ici, là, sur le côté. Ça traînait dans un coin. Et chaque fois que j'avais fini de travailler ou que je me prenais une petite pause dans mon boulot, hop, je retirais des photos, j'en mettais des photos, je regardais, je les écartais, je les Mais rassemblais. c'était quoi le critère? Il y avait des critères. Je vais te donner un exemple tout bête. J'avais discuté avec Simon Roberts, qui est un photographe anglais, qui fait ce qui ressemblera à des tableaux un peu de la peinture flamande du 19e, des paysages, etc. Enfin bref, il a fait un travail sur la Normandie qui était assez cool. Et en fait, lui, par exemple, il m'avait expliqué, il me disait, voilà, quand je fais mon édition, les images où les gens ils représentent plus d'un tiers de l'image, je les dégage. Moi, la personne ne doit pas faire plus d'un tiers. C'était un peu un critère de tri comme ça, objectif qu'il avait. Est-ce que toi, t'en avais en te disant, voilà, est-ce qu'il faut qu'il y ait telle lumière, est-ce qu'il faut qu'il y ait tel élément qui marche dedans, ou t'as vraiment fait
jusqu'à temps que la mayonnaise elle prenne ensemble sans. Mais j'avais certaines idées dans le sens où si en fait il n'y a pas de sujet qui apparaît dans la photo, je la dégage. Ok. Alors, je peux essayer de vous montrer juste une image, par Réexplique-le exemple, et voilà, montre-nous un exemple. S'il n'y a pas de que j'ai sujet, pas pris parce que. s'il n'y a pas de sujet, tu la dégages. C'est un critère assez fort, ça. J'essaie de la retrouver. Ouais. Voilà. Celle-là, par exemple, j'aime beaucoup. C'est juste un paysage. On le voit en full HD. Il se passe pas grand-chose, mais c'est juste un paysage et en fait, il n'y a rien dessus. Et en fait, celle-là, j'ai dit, en fait, lire ça ou rien lire, c'est pareil. Ouais. Donc, je vais pas la mettre. En plus, il n'y a pas d'élément fort dans l'image. C'est vraiment une composition très, très minimaliste. C'est quoi un élément fort? Allez, je dirais peut-être une couleur chatoyante, quelque chose qui m'évoque des émotions, une ligne de force qui vraiment me plaît, un ensemble, un pattern de géométrie peut-être qui revient, qui me plaît aussi. C'est souvent ce genre d'éléments que j'aime beaucoup. En fait, je pense que pour les gens qui auront vu la série, ils remarqueront que j'aime beaucoup comment ça s'appelle encore ça, le style chevron. Parce que les maisons je vais mettre en grand. ça, le style chevron. Parce qu'en fait, par exemple, les toitures des maisons dans le Brabant wallon sont très réglementées. Et c'est toutes des toitures à 60 degrés comme ça, en tuile ou en ardoise. Et en fait, c'est le chevron, vraiment, la pyramide, c'est vraiment un élément qui revient très fort. Et donc, dans beaucoup de mes images, on voit ces fameuses maisons avec ce style chevron, par exemple, comme ici. Par exemple, ici, si je l'ai pris, celle-là, alors je sais pas si on la voit très bien. De toute façon, on a montré les images au début, donc au pire, vous pouvez retourner au début de la vidéo, revoir l'extrait. Par exemple, celle-là, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait ce style chevron qui réapparaissait fort, et il y avait des répétitions dans l'image, qui suivaient en plus une ligne de force assez forte, et les couleurs me plaisaient, la direction de la photo, il y avait un espèce de dynamisme en fait dans l'image qui me plaisait. Okay. Et celle-là, je me suis dit, ok, celle-là, il faut que je la garde. Même si, maintenant, après coup, en réfléchissant à la série, je pense qu'elle a un peu son style à part dans l'image. Et peut-être qu'elle n'aurait pas collé. Mais finalement, je l'aimais beaucoup. Attends, je vais essayer de vous retrouver un autre où je me suis dit, celle-là, elle est cool, mais je ne vais pas la prendre. Où est-ce qu'elle est Alors là, on a coupé en montage, mais dans la vraie vie, dans la vraie conversation, Harold a mis près de 9 heures à retrouver l'image. Désolé. Ouais, c'est pas grave. 2000 years later. Voilà. Par exemple, celle-là. Alors, celle-là, je l'ai pas mis dedans. Ok. Et pourtant, on a aussi chevron, petite maisonnette de face. Ok. Avec des éléments plutôt sympas. Et pourquoi il n'y a pas été? Mais parce que en fait, je trouvais la composition trop évidente. En fait, c'est trop évident. Je m'imaginais trop, ok, c'est juste une maison de face qui vraiment montre le quartier, quoi. Vraiment, c'est beaucoup de maisons qui lui ressemblent et tout. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de trop simpliste, trop direct. En fait, des fois, je cherche un petit peu de la. Je sais pas si c'est une construction mentale que je me fais, mais j'essaie de trouver un peu de subtilité dans l'image, me dire, ok, c'est les éléments que j'aime bien, mais en fait, ils sont pas donnés tels quels. Il faut un peu les chercher dans l'image pour comprendre. Juste mettre une maison en face directe comme ça me paraît trop simple. Ça arrive trop vite et on le lit trop bien. Ça t'aurait étonné que le nom ne soit pas évoqué, ça aurait étonné les abonnés de la chaîne que le nom ne soit pas évoqué à un moment. C'est une citation d'Eggleston qui est assez connue qui dit « Je suis en guerre contre l'évidence ». L'épisode d'Incroyable Photographe est ouvert par cette citation. Et je peux pas t'entendre parler de ça et te dire que c'est trop évident et que tu veux pas la garder sans repenser à ce truc-là. Je suis désolé. Mais ça, du coup, voilà, l'évidence, des fois, c'est pas ouf. Je vois beaucoup, et c'est pas une critique, hein, les gens font ce qu'ils veulent, mais je vois beaucoup de photos sur Insta qui passent où les gens sont là, waouh, c'est dingue, c'est trop bien et tout. Et moi, je me dis, ok, elle est cool, mais en fait, c'est évident. C'est trop simple, ça va trop vite au but et c'est un peu ennuyant, quoi. Ouais, c'est la belle photo sur la plage, c'est le
ce genre de truc. Ouais, c'est la Golden Hour avec, je sais pas moi, avec une bagnole de Ouais, c'est ça. rêve à la Golden Hour. Voilà, Une vieille ça, voiture c'est américaine. trop évident, tu vois. Ouais, je vois. Tu vends un mood, un- tu vends la vie californienne, mais c'est trop simple. Ça donne, enfin, moi, ça me donne pas envie, quoi. Alors, avant de passer à la suite, parce il y a un dernier blog dont on doit parler sur ton projet. Avant de parler à la suite, je fais juste un petit récap pour ceux qui nous suivent. Pour l'édition, Harold, il a utilisé du papier. Il a mis 3 semaines et il s'est focalisé sur les images qui avaient un sujet qui était fort, tout en refusant l'évidence. Faut résumer ça comme ça, à peu près. On n'est pas trop loin. C'est bien ça. Alors, on va passer au dernier bloc. On va parler à la diffusion de ton travail parce que tu as fabriqué un zine et je sais que ça intéresse pas mal de monde. C'est un sujet qu'on me demande Ouais. souvent en fait, de comment on fait un zine, tout ça. Moi-même, j'en ai pas fait, donc j'en achète. Mais j'en ai pas fait, donc je suis pas forcément le plus à même d'en parler. Avant de rentrer dans le comment tu as fait ton zine, tes conseils, tout ça, pour en faire un, il y a une première question qui paraît toute bête, mais qui me semble essentielle, qui est est-ce que quand tu as créé tes images, tu avais l'idée de faire un zine en tête? Tu l'as un peu dit, je pense, tout à l'heure, mais est-ce que tu as créé pour ce support et du coup, est-ce que forcément ça influence la création? C'est-à-dire, si par exemple tu as une bourse de 100 000 euros et que tu sais que tu vas faire un livre chez Steidel, tu crées pas pareil que quand tu as une exposition au MoMA qui t'attend. Parce que j'ai déjà lu dans des bouquins des photographes qui font du travail pour une exposition suite à une bourse. Donc tu crées pas pareil quand tu as un objectif qui est clairement défini. Il y a des projets que je fais où j'en ai pas du tout et je suis assez libre et tu vois, je fais ce que je veux. Est-ce que toi, tu avais l'idée d'usine en tête? Et si oui, comment ça a structuré et cadré ta pratique d'avoir cet objectif-là dès le début? En fait, l'idée d'usine, il est quand même arrivé tard parce que D'accord. je voulais d'abord vraiment faire ce projet. Ok. Ça, c'était vraiment dans l'idée, c'était ça de me dire, ok, je fais ce projet parce que ça me plaît, parce que j'ai envie que ce soit ça. Mais en fait, c'est en discutant avec beaucoup de gens sur Instagram, notamment Brian Agnès, avec qui je discute beaucoup, qui lui avait l'idée aussi de sortir un zine, et il y a eu un peu une espèce d'auto-émulsion entre nous deux, j'avais l'impression, sur le fait de sortir un zine, sur les formats. On a beaucoup discuté du papier, on a beaucoup discuté des formats, qu'est-ce qui serait bien, comment est-ce qu'on voyait les choses. Lui a sorti son projet de son côté, et en fait, ça a été un élément moteur chez moi pour me dire, ok, fais-le, quoi. En fait, j'avais énormément peur de faire ce zine parce que la peur du bide, la peur de Ouais. me dire, ok, je vais en vendre deux et je vais me retrouver avec 30 exemplaires sur les bras et je ne saurais pas quoi faire et j'aurais lâché, je sais pas moi, 700 balles dans le vide sans savoir quoi en faire. Aussi la peur de me dire, ok, ben, est-ce que finalement est-ce que je vais être à la hauteur des propres attentes Ouais. que je me donne? Est-ce que je pourrais me sentir fier du travail accompli? C'était un peu ça. Et donc, au départ, il n'y avait pas du tout l'idée de faire un zine. Vraiment, pas d'idée de zine, pas d'idée de faire une expo, pas rien vraiment. Juste l'envie de faire un projet qui me parlait et qui était dans l'ambiance que je m'étais mis. Et je pense que vraiment, l'élément déclencheur, c'est d'avoir eu plusieurs gens autour de moi qui ont décidé de faire un zine. Je pense notamment à Serge Descroux, à Romain Poulain, à Camille Delry, Ok. même Richie qui a fait. Il y a une livraison de qui ont- zine édition Discord 2021. Il y a eu des Exactement. caisses de, Beaucoup de gens qui se sont dit. il y a eu des Et en caisses de fait, zine. c'était cool d'avoir un peu leur retour vis-à-vis de ça. Et moi, ça m'a beaucoup chauffé. Je me suis dit, ok, en fait, fais-le. Et après, bon, il y a eu beaucoup d'autres questions par rapport à où est-ce que je l'imprime, Bah, dis-nous tout alors. quel papier, quel Comment tu l'as format. fait du coup? Et ben en fait, au départ, il y avait plusieurs choix qui s'offraient à moi. Soit dans un premier temps, je me disais, ok, je vais à l'imprimeur près de chez moi. Là où j'habite, il y a un imprimeur à 3 km qui fait des beaux tirages, mais j'ai pas de réel retour de quelqu'un qui avait fait le tirage dessus. Et en fait, je sais pas, j'avais du mal à me voir le faire là. Surtout qu'il n'avait pas d'éditeur en ligne et j'avais pas envie d'apprendre à réutiliser InDesign ou Quelle d'autres horreur. programmes pour la mise en page. J'avais appris pendant mes études, mais se remettre dans un programme, des fois, c'est un peu chiant. Et j'avais fait un premier essai avec Salle Digital pour un bouquin, mais j'étais pas assez satisfait de la qualité. Enfin, ça coûtait très très cher pour ce que c'était. Et
Et du coup, je me suis dit non, ce sera jamais viable. Autant pas le faire là. Ouais, Et en Sal, fait, c'est en pas mal pour discutant, il y les. avait. Je fais l'aparté, mais Sal, c'est pas mal pour les tirages. Après, pour les bouquins, ça coûte vite cher. C'est pas mal pour les tirages parce que la légende raconte qu'ils ont racheté une usine et des machines à pas cher, donc ils ont une qualité à un prix défiant toute concurrence, mais pour le reste, ça coûte un peu. Donc, du coup, oui, pas Sal digital, pardon. Voilà, donc, je sais pas, il n'y a pas de souci, on veut leur faire un peu de pub, c'est gratuit. Donc, ouais, ça, le digital, c'était sympa, mais c'était pas ce que je cherchais. Et en fait, dans les discussions que j'ai eues, il y a deux grands noms qui sont ressortis globalement. Le premier, c'était Pixar Printing, Ok. qui est un imprimeur en ligne, je pense, si je dis pas de bêtises, qui est italien, je sais plus. Le nom fait très Et, italien. ouais, mais c'est bien que des fois le nom, c'est pas. C'est pas le plus fiable. Enfin voilà, c'est pas le pays. Et donc du coup, il y avait ce nom-là qui ressortait, et qui apparemment était pas mal. Et en fait, j'ai acheté un zine à Nicolas Petit, qui est aussi un photographe, qui lui a fait chez Pixar Printing et la qualité était bien. Je sais que Cédric Roux avait bossé avec Pixar Printing et la qualité était pas mal. Mais en fait, on m'a vanté un autre nom qui a un peu titillé mon oreille, c'est Oblique. Ouais, il y a beaucoup de gens Donc, qui passent par là. 2OBLIK. J'en ai entendu parler Et qui plusieurs fois de. et qui m'ont vendu un peu le truc, quoi, et qui m'ont dit, ok, ouais, c'est français, c'est une petite entreprise, ils sont sympas, ils sont vraiment accessibles, tout est fait enfin pas à la main, mais tout est fait maison, c'est Ouais. vraiment un truc familial, ça paraît bien, ils ont leur propre papier, la qualité est pas dégueulasse. Et donc je me suis dit, ben, ok, pourquoi pas, quoi. Et en fait, en me lançant sur le site, la grosse bonne découverte, c'était qu'ils avaient un éditeur en ligne. Ah. Et à partir de ce moment-là, ben, c'était la joie, quoi. Ça Je me suis roule. dit, bon, ben, ok, j'essaie de faire un peu mon truc là, quoi. Donc, t'en as fait combien? Donc, 20 exemplaires, c'est ça, de mémoire? J'ai fait ça. Ah oui, non, c'est 20 photographies en 50 exemplaires, pardon. Et donc, j'ai commencé à faire ma mise en page et tout. Ça, heureusement, j'avais déjà une bonne idée grâce à l'editing, mais il y a encore 2-3 trucs que j'ai remis en place correctement. Et finalement, j'ai fait un tirage test. Je lève la main. Tu dis, j'avais une bonne idée, il y a des choses que j'ai remis en place à l'editing. Est-ce que c'est quelque chose que. Tu as remis des choses en place quand tu as fait la maquette de ton livre. La question toute bête, c'est. Comment? Est-ce que tu fais intervenir des gens extérieurs à cette étape-là? Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait pour Norlando. Il y a ma compagne qui l'a revu plusieurs fois. Est-ce que j'aime bien avoir le regard de quelqu'un qui n'est pas photographe, qui voit des choses que toi tu vois pas, et en fait, quand ils te les disent de leur point de vue de spectateur, de consommateur d'art en général et pas que photo un peu neutre, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as fait appel de demander une tierce personne? J'ai demandé évidemment à ma copine son regard, quoi, vraiment, parce qu'elle fait pas du tout de la photo. Et donc, du coup, elle me disait, ah oui, ça c'est pas mal, ça j'aime pas. Enfin, ça j'aime pas. C'est pas le truc que moi je ferais. Et en fait, on a eu un peu une discussion là-dessus sur le pourquoi du comment. J'en ai montré ça à d'autres photographes que j'ai cités plus tôt, qui m'ont donné aussi leur retour là-dessus, sans pour autant me dire fais ce qu'on te dit. Oui. C'était vraiment plus un échange pour comprendre. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir quand même aussi des regards externes parce que, en fait, quand on a vraiment la tête dans le guidon, on se rend pas compte des fois qu'il y a certaines petites choses qui sont dans l'évidence et on se dit pas prends du recul. C'est rare de se dire ok, maintenant il faut que je prenne du recul sur mon projet. C'est me dire à quelqu'un ah, regarde un peu et lui il va dire ok, mais ça tu devrais y repenser, quoi. Et donc oui, il y a quand même des personnes qui sont intervenues à ce moment-là. Je voulais pas non plus montrer ça à 150 000 personnes. Ouais. J'ai montré ça à quoi 3-4 personnes vraiment qui ont eu chacun des avis un peu différents là-dessus. C'est là que c'est marrant de voir comment est-ce que chacun construit un peu sa série entre guillemets sur une base de mêmes images. Et finalement, j'ai un peu intériorisé tout ça. Et j'ai fait quelques modifications, notamment pour améliorer, je pense, le rythme des images. Ouais. Et je pense que ça a plutôt bien fonctionné finalement. Et je suis très content de mon résultat final qui me paraît plus digeste que ce que j'avais fait au début. Donc ça m'a pas mal aidé. Alors pareil, je fais un petit aparté pour tout à l'heure. C'est quelque chose que je conseille aussi de faire dans mes contenus, de montrer à des non-photographes. Et 3-4 personnes, c'est le bon chiffre, allez pas au-delà. Mais si vous avez un projet comme ça, 2 photographes, 2 pas photographes, en grand maximum, c'est très bien pour avoir des regards extérieurs. Parce qu'après, c'est très difficile de les combiner et les retours, au final, ne vous servent plus à rien. C'était juste le petit bout emporté pour les spectateurs de la vidéo qu'on n'oublie pas dans cet échange. Avoir 50 personnes qui vont donner leur avis, ça va donner tout et son contraire.
c'est pas forcément évident, quoi. Et puis, vaut mieux demander à des gens en qui on a un peu confiance et qui auront un avis éclairé et je pense honnête, c'est mieux, quoi. Parce que si c'est juste pour montrer à quelqu'un qui te dit c'est génial, continue, ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est juste quelqu'un qui va dire c'est bien, vas-y, continue, Ouais, mais il y a personne qui va dire typiquement ta attends, mamie. prends. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et donc finalement, j'ai fait un tirage test. D'accord. Et quand j'ai reçu le tirage test, j'ai été conquis. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Et, et là, il a commencé à avoir le sujet du prix qui a commencé à rentrer en compte parce que Oblique coûte plus cher malheureusement que les autres intervenants. Pas grand-chose plus cher, mais j'ai cru pendant longtemps assez cher que pour décider les gens à ne pas l'acheter. En fait, j'ai toujours eu en tête qu'un zine photo d'à peu près la taille du mien coûtait 15 euros. Ouais. C'est souvent le prix qu'on retrouve en ligne pour ce genre de projet. Et Oblique demandait un peu plus. Et en fait, si je voulais, malgré tout, le but n'était pas de faire du bénéfice sur ce projet. C'était vraiment juste partager. C'était vraiment ça l'intérêt. Et donc, je voulais juste rentrer dans mes frais que j'ai pour l'impression, hein, j'entends. Tout ce qui était achat, pellicule, Ouais. développement, La tout ça. production de Ça, c'était l'objet, quoi. vraiment, voilà, la production, c'était juste mon plaisir. La distribution, on va dire, à plus grande échelle, ça, je voulais quand même rentrer dans mes frais parce que c'est quand même un certain budget qu'il fallait mettre sur la table dès le début. Et donc, j'ai à nouveau fait un peu pas une étude de marché, mais j'ai posé la question sur mes réseaux et j'ai posé la question à d'autres amis et je me suis dit, OK, est-ce que pour 20 euros, vous voulez bien le prendre? Est-ce que ça paraît pas trop cher? Est-ce que ça paraît bien? Et en fait, j'ai eu des retours des gens qui disaient, non, ça va, c'est OK. Bah, 20 Et euros, même des gens qui me disaient, 20 euros, t'es sur la fourchette haute, mais il est en grand, il est pas en petit format en A5 en fait, il est un peu plus grand, j'ai l'impression. ouais, il fait 20 par 20, Ouais, ce qui est quand même, ça justifie un petit écart de prix parce que l'objet est plus grand qu'un zine classique qui fait de mémoire. Je le fais très mal avec mes mains, mais cette taille-là, quoi, globalement, c'est un petit A5. ouais, c'est un 5. En fait, quand on regarde, je reprends en main, mais quand vous Ouais, prenez, en fait, en gros, il y a facilement ça de tranches en ouais. plus sur, voilà, comme ça, là, on va voir. Donc, il y a ça facilement en plus sur la surface, quoi. Donc, c'est quand même, il y a facilement, il y a facilement 15 voire 20% d'images en plus. Ce qui justifie les prix. C'est sur- comme ça qu'on fait les livres je photos. pense, oui, voilà. Et aussi, je pense que la qualité valait vraiment le surplus du prix, quoi. Et en fait, en posant la question, il y a même des gens qui m'ont dit, ah, mais moi, pour 25 euros, je te l'achète. 100 000 euros! Je disais, non, 25 euros, c'est trop cher, laisse tomber. Donc, je me suis dit, ok, ben, je tente à 20 et puis on verra. Et en fait, j'ai pas commandé directement les bouquins. J'ai fait un système pour ne pas devoir avoir à ma charge tous les frais en une fois. En fait, j'ai fait un live où j'ai présenté le projet et j'ai dit à la fin du live, OK, voilà, à partir de maintenant, je lance des précommandes. Venez me trouver en message personnel si vous en voulez un. Je fais 50 exemplaires, pas un de plus. Ils seront numérotés, signés. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque. Et j'en ferai que 50 parce que je sais assumer que financièrement les 50, en fait. Ok. Et les gens sont venus me trouver en commentaire pour me le commander. Et je demandais évidemment paiement pour commande sur base de la confiance. Vraiment, je fonctionne à la confiance et j'essaie d'être le plus transparent possible. J'étais très transparent sur le prix aussi quand j'expliquais. J'essaie vraiment de mettre ce climat pour dire, OK, faites-moi confiance, vous me donnez votre argent, mais je vous jure, le produit sera sur votre table et je vous entube pas, quoi. Pour le dire très clairement, ça va passer à la censure YouTube, ça. Et donc, du coup, il y avait. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait. Enfin, que les gens commandent en avance. Et en fait, quand j'ai eu à peu près la moitié de l'argent réuni pour la commande, Ouais, t'as passé. là, à ce moment-là, j'ai passé la commande. Ça me permettait de moi d'avoir encore une certaine, une certaine somme que moi je mettais personnellement et l'autre moitié qui était déjà Non. financée par les gens, quoi. Si ça te. C'est juste. Ce serait cool de donner le montant
de combien ça coûte 50 exemplaires à fabriquer chez. Alors, c'est un format particulier et tout ça. C'est juste pour que les gens qui ont envie de faire un zine aient une idée d'ordre de prix dans la tête en se disant ah ouais, ok, c'est pas 6 000 euros, c'est pas 20 euros non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'ils ont une idée du budget pour un projet comme ça, quoi. Alors, je pense que si tu fais un exemplaire seul, ça coûtait dans les 28 euros plus frais d'envoi. J'étais à 33 euros pour mon tirage test. Pour se donner une idée, donc il ne fallait pas non plus faire trop de tirage test. Et en fait, plus évidemment, c'est une économie d'échelle, donc plus on en commande, moins ça coûte cher. Et un zine acheté à 50 exemplaires revenait à 15 euros par exemplaire. Plus les frais d'envoi, j'étais à 780, quasiment 800 euros. Ok. Alors ça, donc il fallait quand même les mettre. Je précise un truc juste pour les photographes qui voudraient se lancer sur ça en France. Il y a une exception du prix du livre à la poste et en fait ça coûte. Alors les frais de port c'est une catastrophe. Pour Orlando ça me coûte très cher, mais bref. Si vous envoyez des livres à l'étranger, il ne faut pas être inquiet. Si vous êtes français, il y a une exception pour le rayonnement culturel de la France et ça coûte très peu cher d'envoyer des livres à l'étranger. Donc c'est même plus intéressant de les vendre à l'étranger. Mais si vous avez peur des frais de port, tout ça, faut pas trop s'inquiéter. De toute façon, un zine ça rentre dans une enveloppe, donc ça coûte peut-être pas trop cher à faire. Mais je crois que t'as galéré pour les envois, non? Il y avait une. Oui, on va y venir, parce que c'était une mauvaise mésaventure qui m'a mis un peu du plomb dans l'aile. Je me suis dit, c'est génial, je fais du 20-20, c'est trop cool, les images sont grandes, c'est très agréable à lire et tout. Ce n'est pas un format normalisé pour la poste. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du simple au double en termes d'envoi. Donc en fait, après avoir récupéré, on va dire, tout l'argent des zines que les gens m'ont payé, que j'ai retiré le prix d'achat de tous les zines, que j'ai retiré le prix des envois par la poste non normalisés, coûte 2 fois plus cher, et j'ai seulement envoyé des zines à 30 personnes sur 50, donc c'est même pas encore envoyé à tout le monde. Je suis à 150 euros dans les dents que je ne reverrai jamais parce que ça m'a coûté beaucoup plus cher que prévu, quoi. Pour avoir une idée, en Belgique, un zine envoyé en France, à Cambrai, même j'ai quelqu'un qui m'a commandé un zine à Cambrai, c'est-à-dire à 50 km de chez moi, enfin non, un peu plus quand même, à 100 km de chez moi, mais genre 50 km derrière la frontière, c'est 11 euros. Aïe. Donc voilà, donc 11 euros en plus évidemment des 15 euros. Ben oui, évidemment, je n'étais pas rentable dans les envois des zines, quoi. C'est un petit point de vigilance à avoir pour les spectateurs. Oui, ben là c'est. Mais c'est on va bien, dire que je ne ferai plus avoir. Du coup, ça m'amène à ma dernière question, parce qu'on parlait de points de vigilance. Donc on a fait le tour de ton projet, je mettrai le chapitrage dedans, le sens, la production, l'édition, et comment tu as géré la diffusion. Alors ça va pas être dur, enfin, je sais pas si ça va être dur ou pas, parce que c'est moi qui pose la question et j'ai pas à y répondre, donc c'est vachement plus facile dans ce sens-là. Si tu avais à donner des conseils pour produire un zine et pour faire un projet comme ça, alors si ça peut t'aider, tu donnes des conseils au Harold d'il y a un an qui voulait se lancer là-dedans, tu vois, photographe que t'étais il y a un an, et je vais t'en demander 3, tu vois. Pas 5, pas 1, 3. Tu vois, c'est dur, mais pas trop. Je suis pas trop difficile pour finir. Mais voilà, tu t'adresses à des. Dis-toi que tu t'adresses à des gens qui ont peut-être des idées, mais qui savent. Voilà, qui sont au point où tu étais il y a un an avant de démarrer, avant de te lancer là-dedans. Donc 3 conseils que tu retiens de cette expérience et que tu aurais bien aimé connaître au début. Surtout dans l'ensemble, sur tous les plans du projet. Ou des choses que tu as fait à l'inverse. Alors 3 conseils, ça peut aussi être des choses que tu as faites, que tu as trouvées pertinentes sur la durée, qui t'ont beaucoup aidé, que tu conseilles de faire aussi aux autres. Je conseillerais de vraiment préparer le projet en amont avant d'aller faire des photos. C'est-à-dire, si jamais, imaginons, je sais pas, vous avez une idée, vous allez prendre des photos en montagne, de bien se préparer avant, de bien repérer l'itinéraire, de bien préparer tout le matos, de pas oublier sa batterie ou sa pellicule, ou bien tout recharger. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé une fois de me déplacer sur 50 bornes en voiture et en fait avoir fait 3 photos parce que j'étais à la fin de la pellicule et ne pas en avoir pris une deuxième. Voilà, ça piquait un peu. J'y suis retourné, mais ça m'a fait un peu chier quand même de retourner. En plus, la deuxième journée où j'ai été, il faisait plus dégueulasse, donc ça m'emmerdait. Okay. Et bon, c'est la pluie belge, ça fait partie du jeu.
Ça, ce serait mon premier conseil, de vraiment essayer de peut-être avoir même une checklist quoi, de choses à vraiment bien penser avant d'aller faire ses photos. C'est débile, mais ça arrive tellement vite d'oublier quelque chose. Ok. Ça, ce serait mon premier projet. Mon deuxième projet, ce serait... Conseil. Pardon, ton deuxième conseil. Oui, pardon. C'est pas- Mon deuxième Désolé. conseil, ce serait de bien s'entourer et de pas trop s'entourer. Comme Ok. j'ai expliqué, ce serait d'avoir des personnes de confiance avec qui partager le projet et pas des personnes qui vont tout le temps dans votre sens. C'est vraiment d'avoir des gens qui ont un regard franc, qui osent vous dire ce qui ne va pas non plus, que plutôt des gens qui vous poussent toujours dans le sens de c'est bien, c'est très cool, continue. Parce qu'en fait, ces gens-là sont très gentils, il n'y a pas de souci, mais en fait, ils n'aident pas du tout à la réalisation du projet. Ok. Et ça fait du bien un peu, des fois, de se faire un peu secouer dans le projet. Notamment, j'englobe ça là-dedans, mais peut-être de présenter son projet à des gens un peu plus expérimentés qui, eux, vont dire tout de suite ouais, c'est bien, mais je ferai pas ça comme ça, ou c'est pas bien, mais tu peux essayer de faire comme ça. C'est ne demander qu'à des gens qui n'ont jamais fait de projet photo, je trouve ça peu d'intérêt. Vaut mieux demander à quelqu'un qui a de l'expérience plutôt que demander au premier venu, quoi. Ok. Alors, j'ai demandé évidemment à ma copine qui n'avait jamais fait de projet Ouais, mais c'est photo. pertinent en fait. Mais parce que c'est ma copine, elle me connaît, elle connaît mes travers, elle sait où évidemment, moi je suis sûr à 100% de moi, et en fait, elle sait derrière que c'est pas forcément le. Ce serait plutôt un peu un espèce d'ego mal placé que d'accepter que je suis dans l'erreur plutôt que de me l'avouer, quoi. Et donc, elle a toujours su un peu me prendre à rebrousse-poil pour me dire qu'en fait ça c'était peut-être pas si bien que je le pensais, De toute quoi. façon, je suis Donc tout je pense à que fait c'est d'accord vraiment sur ce point. De toute façon, il y a besoin, je pense, quand on a des retours d'une personne non photographe, parce que sinon on fait pas. Sinon, on reste dans un cercle où tu es photographe et tu fais un truc pour tes potes photographes. Et si tu veux que tu ailles plus loin, c'est pas mal d'avoir des points de vue extérieurs. Donc, je valide complètement ce conseil. et peut-être encore un conseil, mais là enfin pour toi ça va être plus une porte. C'est ton troisième, du coup. Mon troisième Ton troisième. conseil, c'est peut-être une porte. Enfin, j'enfonce peut-être une porte ouverte pour toi, mais vraiment se renseigner si le projet qu'on fait n'a pas déjà été fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Alors, heureusement, c'est peut-être pas mon cas, ou alors je me fourvoie complètement et j'ai mal cherché. Mais j'ai l'impression que pour moi, mon projet n'est pas quelque chose qui a été fait par le passé. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance à essayer de faire, même avec la meilleure volonté du monde, mais refaire des projets qui ont déjà été faits et peut-être pas assez éloignés de ce qui a déjà été fait, et juste d'avoir un peu l'impression de faire un redit, Ouais. entre guillemets, d'un projet qui existe déjà, et en fait se dévaluer par rapport au projet qui existe déjà. Je pense que j'ai la chance d'avoir même si en fait, j'ai l'impression quand même, malgré tout, d'avoir un peu singé ce que fait Stephen Shore, par exemple, parce que mon approche lui ressemble beaucoup, parce que c'est comme ça que j'ai lu ses bouquins, et parce que j'essaie d'être comment est-ce que je peux dire, dans l'influence, pas dans la copie. Mais je sais que mon style ressemble beaucoup au sien, et il vient de lui quelque part, et que j'essaie de pas juste faire comme lui. J'essaie vraiment de faire à ma sauce, mais en repensant à ce que j'avais appris de lui. Et je pense que c'est important de pas juste prendre un projet qui existe déjà, le faire soi-même, et se dire après, ah ben en fait mon projet est bien, mais en fait le projet de celui que j'ai un peu Ouais. copié est beaucoup mieux, et donc du coup en fait moi je suis pas bien, quoi. Je pense que c'est fortement on se dévalue fortement par rapport à ça, de se mettre surtout en compétition avec ce qui existe déjà, parce que forcément on a toujours tendance naturellement à se dévaluer, et à toujours mettre un peu les autres sur un piédestal à ce niveau-là, Je quoi. mettrais juste une petite précision sur ce conseil. Quand tu dis reprendre un projet qui existe déjà, on parle d'un truc dans son ensemble, c'est-à-dire refaire les Américains, refaire du Stephen Shore, tout ça. Vous pouvez reparler d'un sujet qui a déjà été abordé, l'aborder bien évidemment avec votre point de vue. Comme par exemple, j'avais fait un article sur le blog où je parlais de plusieurs photographes qui avaient travaillé sur Cuba. Ils avaient chacun leur point de vue très différent, etc. C'est pas parce qu'un sujet a été traité que vous pouvez pas le retraiter, mais c'est la façon globale de le retraiter qui est pas pertinente de reprendre. Je précise juste ça parce que sinon on peut plus rien faire. Parce qu'on a déjà parlé de tous les sujets, l'amour, la haine, la mort, l'amitié, évidemment. Mais sauf le Brabant belge. Maintenant on a parlé du Brabant. Maintenant c'est fait. Sauf le Brabant belge évidemment, mais c'était une précision. C'était juste une précision que je voulais faire. Merci Harold pour tout écoute, ça. voilà. Peut-être
si j'avais un dernier truc que j'aurais peut-être dû faire, enfin maintenant que je connais, c'est parce que j'ai quand même eu pas mal de gens qui m'ont demandé un bouquin alors que j'en avais plus. Donc je me tâte peut-être à faire une seconde édition, mais je Ouais, ne c'est sais le pas. moment de le dire dans les commentaires. Alors c'est sur ça que j'allais pas vraiment conclure. Alors je te remercie beaucoup d'avoir consacré du temps à cette vidéo et j'espère que Merci à ça toi. répondra à beaucoup de questions des abonnés parce que j'ai pas fait de zine et je trouve ça bien de mettre sur la chaîne quelqu'un qui en fait un. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de truc. C'est ce que je vous disais, j'aimerais bien être un peu moins figé devant ma bibliothèque cette année et continuer comme ça à inviter du monde, à aller à l'extérieur un peu, j'y pense, à des expos, des choses comme ça. Mais bref, si vous aimez ça, dites-le. Si vous voulez la deuxième édition du livre d'Harold, bah, dites-le, c'était pas prévu. Je suis flou, ma caméra déconne, je suis désolé, mais bref. Si vous voulez la deuxième édition du livre d'Harold, c'est le moment de le dire. J'ai mis sur la vidéo, alors c'est très très sale, mais vous les voyez là, il y a son Instagram et le mien. Si vous voulez nous suivre et papoter avec nous de tout ça, sur mon Instagram, vous retrouvez le Discord qui a un peu aidé Harold dans ce projet. Je pense aussi aux questions. Je sais que Harold passe sur la chaîne, donc si vous avez des questions sur son projet, des choses auxquelles on n'a pas répondu, qu'on n'a pas évoquées, bah, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. On y répondra. Enfin, Harold y répondra avec plaisir. Il assure le service après-vente de cette vidéo. Et bah voilà. Merci à toi, merci à vous, et puis à la prochaine du coup. Merci à toi, hein, Thomas. Salut. Salut.